Pierre de Meulnard, que j'invite à nous rejoindre, qui est à Sorbonne Université, directeur du GEMAS, et qui va nous parler de Boudon et interprète de Durkheim. Merci. Merci Pierre-Michel pour cette invitation. Je pense qu'elle vient de toi puisque tu étais le seul à me connaître. Mais merci également à Céline Surprenant et Antoine Compagnon de me faire... Je fréquente par mon poste à côté cette topographie légendaire. Ici, où il y a la Sorbonne, le Collège de France, toujours de l'extérieur, ici pour le collège. Je suis très heureux d'avoir une occasion d'entrer parler ici. Avant de commencer mon propos, qui va être très différent de tous ceux qui ont précédé, puisqu'il va être essentiellement théorique et pas historique, je pense que c'est possible. Je suis fasciné par la stabilité des institutions françaises, même si celles-ci, au nom de représentations collectives en vogue aujourd'hui, sont menacées. Ma propre université a été fusionnée dans un ensemble plus large pour retrouver un nom bizarre de Sorbonne Université, qui est un anglicisme, alors que cette Sorbonne n'a jamais existé comme nom d'université, c'était l'Université de Paris. Le Collège de France lui-même a été menacé, institution si typiquement française et qui ne correspond pas au canon finalement maintenant de l'ordre universitaire international. Et c'est intéressant de voir finalement la résilience de ces institutions dans ces mobilisations pour les faire se transformer en profondeur au nom de représentations collectives, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, justifiées ou non, qui sont en vigueur aujourd'hui. Alors, mon sujet, c'est Boudon, interprète de Durkheim. C'est merveilleux. Enfin, ce sont exactement les mêmes institutions. L'école normale supérieure, l'agrégation de philosophie, l'université de Bordeaux, la Sorbonne, et pour tous les deux, pas de Collège de France, l'un ayant été candidat et l'autre, je crois, ayant envisagé de l'être, mais a bien compris qu'il ne convenait pas qu'il le fût. Et donc est resté en face à la Sorbonne, où d'ailleurs il était très bien, ce n'était pas du tout le genre à se plaindre. Il y a donc une stabilité institutionnelle remarquable, qui est aussi, alors ça c'est une singularité remarquable, liée à l'année sociologique, puisque Raymond Boudon a été directeur de l'année sociologique. Je suis son successeur dans cette fonction. Et j'essaie de comprendre d'ailleurs pourquoi Raymond Boudon avait pris en charge l'année sociologique. Et c'est un épisode qui n'est pas très clair. Et récemment, nous venons de publier un volume sur l'histoire de l'année sociologique. Et c'est un point sur lequel il n'y a pas de données approfondies. Je les ai cherchées, pour ma part, je ne les ai pas trouvées. Mais ça viendra. Alors, j'ai bien connu Raymond Boudon, qui est mon maître. Je ne l'ai jamais entendu dire du mal de Durkheim. Dieu sait s'il disait du mal des uns et des autres. Les sociologues, Parsons, par exemple, Parsons, ça n'intéressait pas du tout Parsons. Mais Durkheim, il avait un grand respect pour Durkheim, et vraiment, je ne l'ai jamais entendu être critique. Et par ailleurs, cependant, il faut préciser que ce n'était pas du tout, mais alors pas du tout quelqu'un d'intéressé par l'idée d'une tradition française. Il n'avait pas le sentiment d'appartenir à une tradition française, et il ne traitait pas Durkheim comme un représentant de la sociologie française, mais comme un représentant d'une vocation scientifique qui se trouvait avoir eu lieu en France, n'est-ce pas? Mais c'est quelqu'un qui n'avait pas du tout une approche nationale de la discipline, et qui se situait au niveau d'une communauté scientifique idéale, non ancrée dans des lieux nationaux particuliers, ce qui est sans doute une illusion, n'est-ce pas? Mais en tout cas, c'est toujours ce qu'il a dit, répété et voulu. Son projet scientifique était de penser l'unité de la science sociale, au-delà même de la sociologie. C'est quelqu'un qui s'intéressait à l'économie, à l'anthropologie, etc. Il pensait que les frontières entre ces disciplines étaient surfaites
Et pour ce qui est de la sociologie, il n'a jamais cherché à faire école, ça ne l'intéressait pas. C'était quelqu'un qui n'était pas très impliqué comme ça dans des histoires de réseau, mais il pensait la possibilité qu'il eût une unité de fond un peu cumulative d'une pensée sociale, d'une explication sociale des phénomènes sociaux. C'est sans doute pour cela qu'il a consacré un grand nombre d'écrits aux classiques des sciences sociales. On n'a pas écrit sur Marx, ça aurait été intéressant, mais les grands précurseurs ou fondateurs ou classiques de la sociologie ont eu tous droit à plusieurs articles où il essaye en quelque sorte de montrer qu'il y a une compatibilité idéale possible, qui est évidemment en cohérence avec la manière dont lui-même se représentait les choses. Ce qui le conduit évidemment souvent à forcer le trait et à sélectionner des choses qui lui conviennent, à surinterpréter des demi-phrases qui lui permettent de dessiner ce tableau cohérent, et à écarter des choses entièrement qui ne vont pas, et qui donc ne sont simplement pas commentées, qui sont jetées dans l'oubli. C'est donc un théoricien du projet sociologique qui a trouvé en Durkheim un précurseur, évidemment, et donc il discute comme ça de théoricien du projet sociologique à théoricien du projet sociologique. Qu'est-ce que ça donne ? Boudon a écrit plusieurs textes intéressants sur Durkheim, je ne vais pas les citer tous, qui sont plus ou moins fidèles à la lettre de Durkheim, toujours enthousiaste. Il y a aussi un entretien avec Massimo Borlandi, je ne vais pas donner le détail des références, et donc il y a beaucoup de choses écrites par Boudon sur Durkheim. Et je ne vais pas développer le détail de ce qu'il dit à ce sujet, parce que ce serait trop long, et mon ambition ici n'est pas de faire l'histoire de l'interprétation de Boudon sur Durkheim, mais d'essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui l'a intéressé chez Durkheim, qu'est-ce qui ne l'a pas intéressé. Et puisque le sous-titre de la séance, ici, au-delà de ma propre intervention de la demi-journée, est la postérité de Durkheim, je vais aller chercher cette postérité de Durkheim chez des auteurs surprenants, en psychologie évolutionnaire, qui considèrent que Durkheim, c'est fondamental et que ça doit être réinterprété en termes naturalistes dans une perspective darwinienne. Et je vais essayer de montrer pourquoi cette perspective n'est sans doute pas satisfaisante et qu'est-ce qu'une perspective de type boudonien aurait sans doute répondu à cela. Voilà, un petit programme un peu spéculatif, mais après tout, la sociologie, c'est aussi fait pour avoir des réflexions théoriques sur la possibilité d'une connaissance de la réalité sociale. Alors, on oppose généralement et canoniquement, et de manière répétée, de manière forte, et c'est pourquoi le dialogue, ou l'interprétation par Boudon de Durkheim est intéressante, le holisme d'un côté, l'individualisme méthodologique de l'autre. Raymond Boudon n'était pas un militant de ces catégories, ce n'est pas quelque chose à quoi il tenait de manière définitive. Et je crois que chez Durkheim, il est sensible à la complexité d'une théorie de la sociologie qui n'est pas réductible, sans doute, à quelque chose qui serait un holisme bien fermé et définitif. En particulier, d'un point de vue ontologique, on sait, puisque Durkheim le dit lui-même, n'est-ce pas, dans la préface, des règles qu'il n'y a pas besoin d'hypostasier la société, que ça correspond à des représentations collectives. Et donc, voilà, Boudon dit, vous voyez, c'est pas la peine d'hypostasier, puisque Durkheim lui-même dit que c'est pas une hypostase, ce sont des représentations collectives, donc tout ça va très bien. Du côté de l'individualisme méthodologique, c'est un thème complexe, n'est-ce pas, qui est généralement présenté de manière caricaturale, mais qui, de toute manière, est lui-même non homogène. Il est non homogène
Il est non homogène au regard au moins de deux sujets fondamentaux. Le premier, le rapport à la psychologie, et le deuxième, le rapport à ce qu'on appelle, et ça ne doit pas dire grand-chose, l'utilitarisme. Au regard de la psychologie, je ne vais pas approfondir et développer, parce que ce n'est pas le lieu, vous avez des théoriciens de l'individualisme mythologique qui considèrent qu'en fait, il faut réduire cela à une perspective psychologique. C'est le cas de Homans, par exemple. Et au contraire, Popper, qui lui disait pas du tout, n'est-ce pas, il y a une spécificité des structures sociales, des règles sociales, etc., et que ceci ne peut pas être réduit à la catégorie de la psychologie. Premier point. Et par ailleurs, et là c'est sans doute l'apport de Boudon, qui était au fond de lui-même certainement très marqué par la tradition kantienne, le souci philosophique de règles morales universalistes, etc. Il considère, alors ça c'est vraiment extrêmement très important, que la rationalité, ce n'est pas le calcul coût-bénéfice. Que la rationalité, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus large, beaucoup plus important, même si les calculs coût-bénéfice, évidemment, sont fondamentaux. Et il va développer, en particulier, une théorie de la rationalité axiologique, etc. Donc, ce n'est pas dans une perspective d'assimilation d'un holisme à l'individualisme théologique ou de triomphe comme ça. Il essaye de trouver un tableau cohérent d'une interprétation des phénomènes sociaux, sachant par ailleurs qu'il y a à mon avis, de mon point de vue, des lacunes que je vais essayer de pointer et dont je vais essayer de voir ce que la psychologie a fait et comment peut-être Boudon aurait traité ce sujet. Il ne l'a pas traité directement. Alors, je ne vais pas entrer, comme je viens de le dire, dans le détail de l'analyse par Boudon des textes de Durkheim. Il s'intéresse d'ailleurs essentiellement, ce n'était pas un érudit Boudon, hein, il n'a pas cherché la note de bas de page, etc. Il lit les règles, le suicide et surtout les formes élémentaires, qui est un ouvrage qu'il aime beaucoup, dont il dit beaucoup de bien. Et qu'est-ce qu'il en retient ? En fait, il me semble que Boudon interprète Durkheim suivant 5 grands thèmes. Alors, Boudon interprétait Durkheim, j'interprète Boudon. C'est un peu la loi du genre. Qui sont inégalement convaincants. Alors, ce qui me paraît le plus clair et le plus univoque, c'est le fait que si Boudon était intéressé par l'existence d'une causalité sociale de type macro-macro, j'emploie un vocabulaire qui n'est pas celui de Durkheim, et si, évidemment, Durkheim a théorisé cette causalité macro-macro, il fallait inévitablement, on ne pouvait pas ne pas faire autrement, passer par un niveau micro. Et alors là, Boudon poète comme ça les occurrences. Il dit voilà, là. Boudon, Durkheim qui dit macro-macro, introduit du micro. Et il dit on ne peut pas faire autrement, donc c'était normal. Et donc il y a cette idée que, alors même que Durkheim prétend déceler un niveau sociologique spécifique, causalité sociale, et écarter par là la psychologie, de fait, il introduit régulièrement un niveau micro, plus ou moins en contrebande, avec des raisons qui expliquent les régularités causales observées au niveau macro, en particulier, par exemple, pour le suicide, évidemment. Alors, je ne vais pas donner toutes les occurrences, etc. Ça serait fastidieux, mais c'est quelque chose qui est le premier point, c'est-à-dire, en fait, il y a un niveau micro chez Durkheim, même si il théorise ce niveau macro-macro, et que ça a du sens, puisqu'il y a une causalité macro-macro. Le deuxième point,
Alors, Boudon, autant il disait du bien de Durkheim, régulièrement il disait du mal de Lévi-Bruhl. Alors, moi, je ne connais pas suffisamment bien Lévi-Bruhl pour savoir si ce que dit Boudon de Lévi-Bruhl est correct, mais toujours est-il qu'il pense trouver en Durkheim un allié contre Lévi-Bruhl au nom d'une théorie de l'unité de la pensée humaine, n'est-ce pas? Il considère que Durkheim est un théoricien, en fait, d'une unité de l'approche humaine de la réalité sociale contre une perspective discontinuiste de Lévi-Bruhl. Alors peu importe que ce soit juste ou injuste à propos de Lévi-Bruhl, toujours est-il que pour Boudon, il y a un soubassement comme ça, qui est l'unité de l'esprit humain, à laquelle en fait Durkheim se réfère, là aussi explicitement, hein, notamment dans les règles, dans les formes, lorsqu'il parle de la rationalité humaine, etc., et de l'émergence de cette rationalité. Alors, troisième point, il s'intéresse à la manière dont les pratiques décrites par Durkheim dans les formes font sens pour les acteurs. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas simplement l'adoption aveugle de normes en vigueur, mais les explications proposées par Durkheim de ces pratiques montrent qu'il essaye de comprendre le sens que ces pratiques avaient pour ceux qui s'y adonnaient. Et il y a un article à cet égard où il dit que la méthode finalement de Durkheim et celle de Weber ne sont pas si éloignées que cela. Alors là, l'exemple privilégié qu'il a approfondi et qu'il a répété à l'infini, c'est l'interprétation de la magie. L'interprétation de la magie, il dit finalement Durkheim nous explique que les primitifs faisaient de la magie, que ce n'était pas du tout irrationnel, puisqu'en fait, pour les primitifs, il n'y avait pas la distinction moderne, sophistiquée entre sciences de la nature expérimentale et pratique haute. Donc, c'est une pratique comme une autre. Et il trouve des explications semblables chez Weber. Et donc, il les met au regard l'une de l'autre pour montrer que, en fait, l'adoption tacite de normes ne signifie pas qu'elles n'ont pas de sens pour ceux qui les adoptent. Et donc, il va intégrer l'idée que ce n'est pas parce que les gens adoptent des normes sans y penser que ces normes n'ont pas de sens pour eux, et en tout cas qu'elles seraient irrationnelles. Quatrième point qui me paraît moins convaincant, mais bon, c'est quelque chose qui est développé longuement. La théorie de la religion et la distinction du sacré et du profane est mise sur le même plan que par Boudon que la distinction entre le fait et les valeurs. Et en fait, il va dire le sacré, c'est les valeurs. Et c'est notre distinction entre fait et valeurs. Et donc, bon, il y a un commentaire là-dessus que je ne vais pas développer maintenant. Et enfin, il s'intéressait au fait que il y avait une évolution vers des valeurs individualistes dans la société, que les mécanismes décrits par Durkheim sont compatibles avec une analyse en termes de raison de préférer certaines normes dans une évolution à d'autres. Je ne vais pas développer ce point non plus. Alors, il me semble qu'il y a deux choses vraiment très importantes chez Durkheim que Boudon ne traite pas, qu'il laisse de côté. Et ça ne l'intéresse pas sans doute aussi parce que c'était quelqu'un qui, à titre personnel, était très éloigné de cela. C'était un homme très peu religieux, qui n'était pas du tout dédié à des rituels quelconques. C'était un vrai rationaliste, universaliste comme ça. Et en fait, il ne s'intéresse pas à la théorie durkheimienne des rites, l'importance du rituel. Pour lui, c'est une sorte de résidu. Comme ça. Et il ne s'intéresse pas non plus à la contrainte. C'est-à-dire qu'en fait, Boudon, qui théorise quelque chose comme une pensée rationnelle
de l'adhésion à des valeurs jugées rationnelles, etc., s'intéresse à une sorte en philosophe, à une sorte de justification rationnelle à l'adhésion à des valeurs, et pas tellement à la contrainte sociale qui pousse à adhérer à telle ou telle valeur. Et ces deux choses manquent, en fait, à l'analyse par Boudon de Durkheim, parce que je crois que c'est, vous le savez mieux que moi, c'est central chez Durkheim, n'est-ce pas? C'est central, la contrainte et le rituel, c'est-à-dire, en fait, l'ensemble des pratiques sociales qui ne se réduisent pas à des croyances ayant un contenu cognitif pouvant être interprétées en termes de rationalité. En fait, Boudon traite Durkheim comme ce qu'il était, lui, Boudon, quelqu'un qui a des représentations du monde qui sont rationnelles ou pas, etc., et qui interprète les représentations des autres comme étant rationnelles ou pas, et il va trouver les bonnes raisons que l'on a d'adhérer à telle ou telle, mais il ne s'intéresse pas à la dimension rituelle et à la dimension contrainte sociale, qui sont très peu évoqués dans ces textes sur Durkheim. Alors, c'est là que, faisant cette remarque, je me suis dit que ce qui était intéressant, c'est que la grande postérité aujourd'hui de Durkheim, à niveau théorique, se trouve dans la psychologie évolutionnaire. Et en particulier chez un auteur qui s'appelle Jonathan Haidt, dans un ouvrage qui s'appelle The Righteous Man, qui est professeur à l'Université de New York, qui essaye d'expliquer une morale humaine, sociale, en termes psychologiques et évolutionnaires, et qui dit en fait tout est dans Durkheim. Simplement, il faut inscrire cela dans une perspective naturaliste évolutionnaire. Et alors, les idées principales sont que l'espèce humaine est une espèce morale dans un sens élargi, où les émotions sont fondamentales, indépendamment de leur justification rationnelle consciente, où l'adhésion à ces normes est essentiellement inconsciente, où il y a un caractère désintéressé des comportements non motivés par des conséquences jugées favorables, par exemple l'importance du rapport au pur à l'impur, qui souvent, lorsqu'il est rapporté à autrui, n'a aucune conséquence pratique pour l'individu. La force de l'attachement au groupe, la force de l'identification au groupe, l'inclination au sacrifice individuel en faveur du groupe et l'importance des rituels. Et alors il dit tout ça est dans Durkheim, pas dans Boudon. Et, enfin, il ne dit pas que ce n'est pas dans Boudon, hein, mais il parle de John Stuart Mill, des gens comme ça. Il dit simplement, en fait, Durkheim n'explique pas pourquoi c'est comme ça. Ce qui pourra expliquer cela, il faut introduire un scénario évolutionnaire. Et ce scénario évolutionnaire trouve son origine dans une énigme posée par Darwin lui-même, qui était que en fait, une espèce purement égoïste et opportuniste ne parviendrait pas à se reproduire de manière efficace. Et donc, Durkheim dit qu'en fait, une espèce morale, altruiste, coopérative est plus efficace qu'une espèce égoïste. Et c'est la base, en quelque sorte, de l'origine d'une réflexion sur la normativité sociale intrinsèque à l'espèce humaine, notamment par comparaison aux cousins grands singes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un point commun vraiment à ces trois traditions qui est résolu différemment. C'est François Héran qui disait hier que pour Durkheim, si on laissait l'économie libre, n'est-ce pas, ce serait la guerre. Et c'est vrai que c'est une intuition fondamentale de Durkheim de dire que pour qu'il y ait une coopération sociale, il faut se référer à un niveau qui n'est pas celui des intérêts individuels.
Et en fait, il y a 3 réponses dans la littérature au dilemme de la coopération, puisque dans une situation de dilemme social, les acteurs individuels ont intérêt à ne pas respecter les normes et qu'on n'arrive jamais à un équilibre coopératif. Eh bien, il y a 3 réponses dans la littérature. La réponse de Durkheim, qui est profonde, n'est-ce pas, et qui est dans plusieurs textes, est de dire qu'il y a nécessité d'une instance sociale, en quelque sorte, qui fasse tenir ses intérêts individuels égoïstes entre eux. La réponse darwino-évolutionnaire aujourd'hui, qui est de dire qu'en fait, les sentiments moraux sont sélectionnés, et que donc, en fait, spontanément, nous avons une aversion, par exemple, pour le tricheur, ce qui explique l'existence de comportements coopératifs, aversion qui n'est pas consciente, calculée, etc., mais qui fait partie du bagage cognitif des êtres humains. Et il y a la réponse de Boudon, hein, qui est de dire nous sommes tellement rationnels que nous comprenons que nous devons respecter des règles et que nous sommes respectueux d'autrui parce que nous savons que si nous ne l'étions pas, eh bien, ce serait le désastre. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté une force extérieure, de l'autre une force naturelle, et d'autre une confiance dans l'idée comme ça qu'il y a une capacité rationnelle qui nous fait aller voter, alors que nous savons, dit Boudon, que si nous n'allons pas voter, il ne va rien se passer et qu'aucun résultat ne sera modifié. Donc Boudon allait voter, n'est-ce pas, par rationalité, et considérant que, évidemment, d'un point de vue conséquentialiste, c'est absurde, mais que... Alors, cette théorie évolutionnaire durkheimienne, mais rattachée maintenant à des mécanismes de sélection évolutionnaire, est très en vogue et de très haute qualité. Hein, de très haute qualité. J'ai lu au cours, pas pour cet exposé, mais c'est sans doute la raison pour laquelle j'en parle, au cours des dernières années, outre Jonathan Haidt dont j'ai parlé, un livre remarquable de Michael Tomasello, A Natural History of Human Morality, le récent livre de Pascal Boyer, Minds Make Societies, How Cognition Explains the World Humans Create, Joshua Green, Moral Tribes, Emotion, Reason and the Gap Between Us and Them. Tous se réfèrent à Durkheim et tous essayent d'expliquer ce côté groupish de l'espèce humaine. Alors, au Collège de France, il y a des cliques, n'est-ce pas? Groupish. Ah oui, certainement. Et donc, en fait, je me suis intéressé à... Je trouve cette littérature admirable, mais pas vraiment convaincante. Elle est convaincante sur un point sur lequel il faut réfléchir, sur lequel il y a un sociologue important, assez méconnu finalement, qui a beaucoup produit, qui est Jonathan Turner, sur la sociologie des émotions. C'est l'importance des émotions. Hein, l'importance des émotions et l'importance du fait que les émotions, ça avait été déjà théorisé par David Hume évidemment, les émotions jouent un rôle majeur dans la manière dont nous appréhendons le monde social. Et il y a des émotions chez Durkheim qui sont expliquées par référence, effervescence sociale, etc., à cette instance sociale. D'où viennent les émotions? Pourquoi nous avons des émotions? Il me semble que c'est la force de cette littérature naturaliste qui débute avec David Hume d'insister sur ce caractère fort, chaud, en quelque sorte, de nos réactions sur la base de sentiments que nous ne choisissons pas d'avoir. Mais ce qui ne va pas, de mon point de vue, c'est que ces émotions, en fait, peuvent être liées à des croyances et des représentations collectives extrêmement variées, et en sorte que les mêmes émotions peuvent orienter dans des directions différentes. Et par ailleurs, il me semble qu'il y a tout de même un rôle très important à la transformation des valeurs, ce que Boudon appelle les valeurs, sur une base rationnelle, par exemple l'abandon de la peine de mort, etc. Je ne pense pas qu'on puisse lier cela simplement à des questions d'émotion, puisque les émotions peuvent aller soit dans le sens d'un soutien à la peine de mort, soit dans le sens d'un dégoût par rapport à la peine de mort. Donc ce qui fait de la différence, c'est quand même les croyances et les représentations collectives associées aux émotions. Alors,
j'ai essayé donc de voir dans la tradition qui ne se réfère pas à une entité sociale supérieure, qu'est-ce qu'on peut faire des rituels et des croyances collectives. Et j'ai en quelque sorte deux suggestions. Je vais aller vite puisque je crois que j'arrive à peu près au terme de mon exposé. Le premier, dont on trouve in a nutshell l'esquisse chez Coleman, James Coleman, dans Foundations of Social Theory, qui part des dilemmes sociaux, du problème de la coopération, de la difficulté sur une base rationnelle à expliquer, à prédire que les gens aient des attitudes coopératives, puisqu'il y a toujours une prime au cavalier seul, etc. Et donc, il a une explication assez remarquable, qui est de dire que, en fait, ce qui permet d'asseoir cette possibilité de la coopération en termes d'attente, n'est-ce pas, pour revenir à la citation que Philippe et Eric ont faite de Mauss, c'est la possibilité de sanction. La possibilité de sanction, c'est-à-dire la possibilité d'une sanction de comportement déviant. Mais cette possibilité de sanction de comportement déviant intervient plus facilement à l'intérieur d'un groupe qui partage des normes communes. Et il donne l'exemple des Juifs des Diamantaires à Anvers. Il dit voilà, ils se font parfaitement confiance, alors que c'est une activité extrêmement risquée, sur la base du partage de normes communes qui sont possibles parce que, en fait, cette communauté étant soudée par des normes communes, ce qu'on appelle le capital social, eh bien, la probabilité d'une transgression est beaucoup plus faible. Parce qu'il y a une menace de sanction beaucoup plus grande. Mais en même temps, ça sépare, n'est-ce pas, le groupe coordonné par ces normes de celui qui ne l'est pas. Et donc, ça crée une séparation groupish, qui en l'occurrence n'est pas du tout naturelle, mais qui est liée à des coalitions implicites reposant sur les normes sociales. Et donc, il y a une fonction des rituels, dans cette perspective, qui est de renforcer la possibilité de la coopération sur la base d'une capacité de sanction qui donc renvoie à des contraintes, des attentes, etc., mais qui ne renvoie à aucune espèce d'entité supérieure supra-individuelle, mais qui crée néanmoins de bonnes raisons de croire qu'il y a une telle entité supérieure, n'est-ce pas, qui est celle qui surveille tout le monde. N'est-ce pas? Et j'ai lu un article récemment intéressant sur le fait que, en fait, les religions monothéistes d'un Dieu qui surveille tout le monde sont apparues, enfin, cette idée de surveillance, à partir du moment où les communautés étaient devenues si grandes que les gens ne pouvaient pas se surveiller eux-mêmes directement et avoir cette capacité de contrôle d'autrui. Donc, premier point, le rituel est un moyen de renforcer la coopération dans un groupe et en même temps, cela conduit à séparer les groupes. Deuxième idée, et je terminerai par là, Boudon a, dans des passages, à mon sens, très pertinents, et s'appuyant ou se référant quelquefois à Durkheim, a insisté beaucoup sur le fait que nous pouvions avoir de bonnes raisons d'avoir des croyances fausses, et donc sur le fait que des croyances fausses n'étaient pas irrationnelles nécessairement, ça dépendait en fait du degré d'information, de toutes sortes de choses de cet ordre-là. Mais la conséquence de ceci est que, en fait, vous avez une coprésence de différents types de croyances collectives qui peuvent toutes être interprétées d'une certaine manière rationnellement, mais qui sont liées par ailleurs à des groupes. Ça, Boudon ne le dit pas, parce que c'est lié à des positions sociales, et ensuite, à l'intérieur de ces groupes, comme les croyances sont des croyances partagées, donnent lieu à des sentiments de solidarité et de renforcement, ce qui fait, et ça, je n'ai pas lu quelque chose de cet ordre-là chez Boudon, mais ça me paraît très important,
en fait, même si les gens ont une information pertinente pour sortir de croyances fausses, souvent ils ne vont pas en sortir parce que les croyances sont liées à des dimensions affectives, liées au désir, et en particulier à l'appartenance aux communautés dans lesquelles ils vivent et qui soutiennent ces croyances. Je me suis intéressé alors au fait que, et là c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, en fait, même les stratégies les plus rationnelles, même les dispositifs les plus rationnels, conséquentialistes, etc., reposent souvent sur des croyances collectives, alors pertinentes ou pas, hein, et c'est le livre que j'évoquais hier de Joseph Henrich, The Reason of Our Success, qui montre bien comment, en fait, tous les dispositifs sociaux instrumentaux sont d'une part créés collectivement et d'autre part font l'objet de croyances et de représentations collectives dans des groupes qui vont adopter ces dispositifs ou pas. Et donc, vous voyez, il y a comme ça toute une théorisation possible du monde social qui ne se réduit pas à une opposition entre holisme et individualisme mythologique, qui n'a plus de sens. Il faudrait faire intervenir les mécanismes de sélection aussi, etc. Et qui, dans le sens fort, qui est celui de Boudon, intègre les raisons, les bonnes raisons, l'information limitée, le niveau micro dans les causalités macro-macro, et qui, du point de vue de Durkheim, intègre la force des rituels, des représentations collectives, des sentiments de solidarité, qui seuls permettent la coopération sociale.